Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc le développement doit être structuré et comme je l'ai dit, le sujet vous demande dans la première partie de présenter les caractéristiques d'une jonction neuromusculaire. Donc voilà le premier point du plan, il est tout trouvé. Donc voilà ce qu'on appelle une jonction neuromusculaire. Donc avec ici donc ce qu'on appelle le bouton synaptique. Je vais éviter donc de surcharger mon schéma. Le bouton synaptique et ici évidemment en ultrastructure la fibre musculaire. Donc comme vous le voyez, les deux cellules, donc voilà la cellule présynaptique et voici la cellule postsynaptique qui est donc une fibre musculaire. Donc vous avez le détail d'une plaque motrice. Alors le message évidemment va venir par là et provoquer les différents événements que nous allons expliciter. Il faut remarquer ici que, donc, parmi les particularités ici, on a déjà la présence sur le neurone présynaptique, donc d'un bouton synaptique contenant des neurotransmetteurs. En l'occurrence ici pour le neurotransmetteur sera l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur excitateur. Au niveau donc de la membrane postsynaptique, le sarcolème présente ici donc une membrane très repliée sur elle-même, donc c'est ça qu'on appelle l'appareil sous-neural. Dans le sarcoplasme, donc vous reconnaissez donc les mitochondries, donc vous reconnaissez également donc une portion de myofibrilles avec donc des sarcomères, bandes claires, bandes sombres, etc. Donc ici, nous avons donc ces différents éléments structuraux qui vont permettre, quand le message arrive donc de là, de faire entrer le calcium. Le calcium va mobiliser, n'est-ce pas, comme vous le savez, depuis le cours sur le système nerveux, donc les neurotransmetteurs avec exocytose donc dans la fente synaptique. Ce neurotransmetteur, donc en l'occurrence, c'est l'acétylcholine, comme je l'ai dit. L'acétylcholine va se fixer sur les canaux chimiodépendants à Na+, pour permettre, n'est-ce pas, leur ouverture, l'entrée de Na+, et l'obtention d'un PPSE qui, lorsqu'il atteint le seuil, donne naissance à un potentiel d'action musculaire. Donc voilà les caractéristiques chimiques ici qui permettent, avant de passer à la transition, parce que cette transition-là, c'est le passage à ce qu'on appelle le potentiel, la contraction du muscle. Comment ce potentiel d'action musculaire naît? À partir donc de ce schéma, on peut l'expliciter. Évidemment, n'oubliez pas de mettre ce titre, ultrastructure d'une plaque motrice, et ne pas oublier donc la succession d'événements depuis l'arrivée du message présynaptique jusqu'à l'obtention d'un potentiel d'action musculaire. Donc voilà pour ce petit temps. Alors le deuxième point de notre sujet nous dit nous demande d'expliquer comment le potentiel d'action musculaire provoque-t-il la contraction. Donc après cela, nous allons voir donc dans le développement, après les caractéristiques de la plaque motrice, du potentiel d'action musculaire à la contraction. Donc on peut résumer ça en 16 étapes. D'abord au repos, puis l'attachement, le glissement et enfin le détachement avant de passer à notre conclusion. Avant tout, il faut comprendre qu'au repos, le sarcomère a donc une position précise avec donc des bandes claires qui sont plus larges et des bandes sombres qui ont toujours la même épaisseur. Et il y a surtout un élément important à noter, c'est qu'au repos, le calcium n'est pas dans le sarcoplasme, il est stocké dans le réticulum endoplasmique lisse. Donc lorsqu'on stimule le premier événement, donc ça c'est au repos. Comment se passe l'attachement? Déjà, l'attachement, il ne faut pas oublier, c'est une étape clé dans la contraction, c'est la fixation des têtes de myosine sur les sites d'attachement actine-myosine. Pour comprendre cet attachement, il faut savoir d'abord que la stimulation permet de libérer du calcium dans le sarcoplasme. Donc ce calcium va faire quel travail? Avant d'en arriver au travail du calcium, il faut que nous comprenions d'abord l'organisation des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine.
Les myofilaments d'actine sont constitués donc de molécules d'actine globuleuses, d'une molécule en bleu ici que je vais appeler la troponine, donc c'est la troponine, et en vert ici vous avez ce qu'on appelle la tropomyosine. Donc voilà la tropomyosine, voilà. Donc voilà les trois parties donc, qui constituent le myofilament d'actine. Quant à la myosine, c'est un ensemble donc, de tiges, ici, surmonté de têtes, et vous avez donc ici les myofilaments de myosine qui sont, comme vous le voyez, plus épais, plus larges que les myofilaments d'actine. Donc lorsqu'on stimule, j'ai dit, il y a du calcium qui est libéré dans le sarcoplasme. Le calcium se fixe sur la troponine et déforme la troponine. Donc ce qui, en déformant la troponine, donc la troponine est déstabilisée et c'est la troponine qui maintenait stable la tropomyosine. Donc la tropomyosine va glisser à son tour et ça va libérer les sites de fixation actine-myosine. Au repos, les têtes étaient comme ça. Donc avec l'hydrolyse de l'ATP, la fixation de l'ATP au niveau des têtes de myosine est une condition pour que la carboxylphosphate. Donc cela va permettre, donc, après son hydrolyse, l'obtention d'énergie qui va permettre la fixation des têtes, donc la libération des sites et l'événement clé après la sécrétion de calcium, enfin la libération de calcium dans le sarcoplasme. Ensuite, donc, il y a une formation des complexes actine-myosine, c'est-à-dire la fixation des têtes de myosine sur les sites d'attachement actine-myosine. Après cette fixation, grâce toujours à l'énergie libérée par l'ATP avec évidemment des catalyseurs comme le magnésium, eh bien, cette tête va pivoter. Vous voyez, ce pivotement va entraîner dans son mouvement l'actine. Donc voilà ce qui matérialise, parce que n'oubliez pas que de l'autre côté aussi, il y a, vous voyez, avec la même épaisseur, de l'autre côté également, vous avez le même phénomène. Donc, même chose. Donc ici, voilà, de façon simplifiée, voilà. Donc ici, vous imaginez que si les deux basculent comme ça, vous avez un glissement des myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine. Comme l'actine est fixée au niveau des strizètes, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les deux strizètes qui vont se rapprocher, ce qui entraîne donc le raccourcissement du sarcomère. C'est l'étape qu'on appelle glissement. Donc après l'attachement, la deuxième étape, c'est le glissement, avec évidemment comme condition la disponibilité d'énergie qui est de l'ATP. La dernière étape, c'est le détachement. Ce détachement nécessite deux phénomènes qui sont simultanés. Le premier phénomène, c'est la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP, parce que l'ATP a été hydrolysé et utilisé dans la réaction précédente. Et il y a également la recapture, donc la réabsorption donc, du CA2+, par évidemment le réticulum endoplasmique, ce qui va entraîner donc ici évidemment le retour à cette position donc, que j'avais déjà dessinée, mais surtout la stabilisation à niveau de l'actine et le fait qu'on va masquer encore les sites d'attachement actine-myosine grâce à ces deux molécules qui étaient toujours présentes, à savoir la troponine et la tropomyosine. Évidemment, la conclusion consistera pour l'élève aussi à faire un bref résumé de 2-3 phrases pour montrer que la contraction musculaire peut démarrer dès le motoneurone, une transition synaptique, la naissance d'un potentiel d'action musculaire, la libération du calcium qui aboutit à ce qu'on appelle la contraction proprement dite. La contraction proprement dite, c'est l'étape qu'on appelle glissement. Voilà pour ce sujet. www.suividecolosénégal.com